Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Simon Crouzet. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, peux-tu me présenter un petit peu ton travail, le thème de ton doctorat, où tu fais ce doctorat? Décris-nous tout ça. Bien sûr, donc je suis doctorant à l'EPFL. Je fais de la recherche en IA sur du protein design, donc de la recherche médicamenteuse, si je veux être un peu plus général. Donc on conçoit et on utilise des modèles d'IA notamment pour arriver à comprendre les interactions entre protéines, les interactions entre une protéine et une molécule. Et du coup, ça nous permet de faire de la recherche sur potentiellement de nouvelles thérapies. Donc que ce soit des médicaments classiques ou bien des thérapies un peu plus poussées. Alors, il faut nous expliquer comment l'IA intervient là-dedans. Bien sûr. On arrive à avoir pas mal de connaissances sur ce qui se passe au sein de notre corps, donc notamment la structure des protéines. Moi, je m'intéresse beaucoup au niveau structurel. Donc les protéines, elles sont un peu partout dans notre corps, c'est elles qui sont responsables de toutes les interactions. Et généralement, une protéine dysfonctionnelle, ça mène à une maladie. Et ce qu'on fait pour résoudre ces maladies, pour traiter ces maladies, c'est soit d'aller désactiver cette protéine, soit d'aller interagir avec elle pour réparer son fonctionnement, soit même peut-être elle va nous permettre de repérer par exemple les cellules qui sont cancéreuses, etc. Et il y a vraiment une diversité de protéines et une diversité d'interactions possibles assez incroyable. Et du coup, l'IA nous permet de modéliser ça dans un espace purement computationnel. Et donc de pouvoir faire plein de simulations et plein d'expériences au préalable avant de passer à la validation et au test. Donc ça nous permet de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe, comment ça pourrait interagir et d'arriver à en déduire des candidats potentiels. D'accord. Depuis combien de temps est-ce qu'on peut se servir ainsi de l'IA pour ces travaux-là ? Donc c'est un pan de recherche où ça fait déjà si on parle d'IA au sens large, ça fait déjà peut-être quelques décennies qu'il y a des choses. Après, quand je dis l'IA au sens large, c'est peut-être des modèles statistiques à grande échelle qu'il y avait avant, notamment sur les séquences de protéines. Et si on parle plus de l'IA, peut-être au sens de plus actuel, donc généralement on parle de deep learning quand on parle d'IA à l'heure actuelle, il y a même un usage depuis 5-6 ans, un peu dans tous les pans, et surtout ce qui a fait un gros boom, notamment dans mon domaine très spécifique, c'est l'arrivée d'acteurs industriels dans le milieu et qui ont publié des modèles qui sont maintenant très très largement utilisés. Le plus connu, c'est notamment AlphaFold par Google, qui a eu le prix Nobel de chimie cette année. Oui, effectivement, on en a parlé dans un précédent épisode. Donc toi, ce travail de recherche, tu aurais pu le faire il y a 5 ou 10 ans en arrière ou pas ? Je pense qu'il y avait déjà de la recherche dans le domaine il y a 10 ans en arrière. Après, on était peut-être limité à la fois par la quantité de données, notamment au niveau structural pour AlphaFold. On sait que il était beaucoup plus long enfin même pour les technologies de microscopie, donc sans parler d'ALIA, il était beaucoup plus long d'obtenir des structures, du coup on en avait beaucoup moins. Et comme les modèles d'IA généralement reposent sur aussi le fait d'avoir assez de données pour comprendre ce qui se passe, et qu'en biologie on est quand même sur des problématiques très, très complexes. Et le nombre de données qu'on a par rapport à la complexité de la problématique fait qu'en fait, même maintenant, pour beaucoup d'applications, on est limité par ce nombre de données-là. Donc peut-être encore avant, ça aurait été compliqué, même sans parler de l'algorithme de l'IA en lui-même, mais on n'aurait pas eu les données nécessaires pour le faire. Après, oui, il y a déjà une dizaine d'années, je pense qu'il y avait déjà des recherches dans le domaine. Toi, actuellement, Simon, tu es en période de transition pour aller plutôt vers le domaine industriel, c'est ça, la recherche dans le cadre industriel ? Oui, exactement. Donc, on est dans un domaine où finalement la recherche est autant animée par des acteurs académiques que par des acteurs privés. Et qui n'ont même pas forcément de moyens complètement différents de voir les choses entre un labo de recherche public et un labo de recherche privé. Généralement, ça travaille un peu pareil. Il n'y a juste peut-être pas les mêmes moyens et pas les mêmes exigences en termes de résultats, mais enfin, ça travaille de la même manière. Et moi, je suis en effet en train de transiter sur
sur de la recherche en industrie. Et tu as déjà une idée du type d'entreprise vers lesquelles tu aimerais te tourner ? Oui, alors notamment il y a toutes les branches recherche des grosses entreprises de tech, donc notamment historiquement la plus connue c'est la branche DeepMind, donc la branche recherche de Google. C'est ça qui a publié AlphaFold. Sinon Microsoft, Facebook, Apple ont aussi leurs équipes. Et puis après il va y avoir soit des entreprises un peu plus diverses qui vont aussi avoir des branches de recherche dans le domaine, soit carrément des entreprises, des startups ou même des licornes qui sont parties spécifiquement dans la recherche. Donc ça, on voit beaucoup de spin-offs, notamment qui sortent d'universités assez techniques comme le PFL. On voit beaucoup de spin-offs purement recherche dans le domaine et attirer des gros fonds d'investissement. Et est-ce que tu t'es renseigné, tu sais comment ça fonctionne exactement la recherche au sein de Google, de Microsoft ? Alors, j'ai pas énormément eu la chance encore de rencontrer des gens à Google et à Microsoft, mais j'ai plus rencontré des gens du côté des Big Pharma, où d'ailleurs j'ai une expérience moi-même en Big Pharma à Roche, au sein du département recherche aussi. Et justement, une des choses qui m'avait marqué, c'est que finalement, notre quotidien était un peu le même, de vraiment développer des modèles, arriver, se demander quel outil on pourrait mettre en place pour simplifier la vie d'autres chercheurs, etc. Donc, c'était pas deux mondes drastiquement opposés, quoi. Vu de l'extérieur, on se dit que Roche, voilà, on est dans le Big Pharma, il y a une logique à travailler dans la recherche médicamenteuse, comme tu disais, dans ce cadre-là. Par contre, on se dit que Google, Microsoft, pourquoi aller de ce côté-là dans le cadre de cette recherche médicamenteuse ? Alors Google, c'est intéressant justement le cas de Google, parce qu'à la base, je pense que DeepMind c'était un peu, c'était une sorte de flagship pour montrer qu'ils étaient à la pointe de la technologie et qu'ils faisaient plein de modèles super cool. Et puis il y a aussi ce côté, quand on développe une nouvelle architecture d'IA, même si c'est pour une application très diverse, finalement ça va peut-être avoir des conséquences dans des applications tout à fait différentes, et on peut jamais trop savoir, et c'est un peu leur but. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de technologies de DeepMind qui ont été intégrées dans d'autres services de Google, notamment Google Maps, etc. Tu nous rappelles peut-être en 2 mots ce que c'est que DeepMind pour les personnes qui DeepMind, c'est une sorte de spin-off de Google qui est maintenant la branche recherche de Google. Et qui effectivement se développe dans différents domaines. Oui, ça... Quand même, la plupart des gens, en tout cas dans cette entreprise-là, et puis sûrement dans les branches recherche des entreprises concurrentes, c'est plus des ingénieurs qui finalement vont plus chercher un domaine d'application pour leur modèle. Donc généralement, ils viennent plus du côté data science. Et notamment, c'est vrai que quand quelqu'un conçoit des nouveaux modèles structurels, etc., généralement, faire de nouvelles molécules ou s'intéresser aux protéines, c'est un peu le premier truc auquel il pense, parce qu'il y a beaucoup de bases de données différentes. C'est un problème très complexe. Il y a encore vraiment un large espace pour améliorer ce qu'on sait faire à l'instant T. Et puis, c'est très facile à vendre que ça a des impacts immédiats, quoi. Parce qu'on parle de sauver des millions de personnes, donc c'est assez vendeur. Au nom de Google ou de Microsoft, ce qui évidemment fait de la promotion pour la plus grosse entreprise au sens plus large. Oui, et du coup, peut-être du côté de Google DeepMind, donc historiquement, il y avait cette envie d'être un peu un flagship pour un peu exposer le fait que les meilleurs techniciens, les meilleurs ingénieurs étaient chez eux et donner envie aux gens un peu de les rejoindre et montrer qu'ils étaient à la pointe de l'innovation. Notamment AlphaFold, dont on a parlé, c'est sorti, ils ont largement ouvert le modèle, ils ont publié les données, on peut jouer avec la pipeline, on peut l'installer chez nous, etc., etc. Et notamment, c'était un peu le sujet peut-être d'une controverse récemment, parce que vu que Google n'allait pas très bien financièrement ces dernières années, ils ont commencé un peu à se poser la question, est-ce que ça valait le coup de mettre autant d'argent sur juste le fait d'exposer sa tech quand les résultats sont un peu en berne ? Et
notamment, ils ont créé une nouvelle spin-off qui se trouve être sur l'Innovation Park de l'EPFL, à Isomorphic Lab, pour attaquer directement le marché de la pharma. Ils l'ont un peu chargé, enfin, c'est toujours avec DeepMind, mais c'est un peu les deux mains dans la main qui ont fait une nouvelle AlphaFold 3 et qui a un peu créé polémique parce qu'elle est beaucoup plus clos que les deux précédents modèles. Donc là, on a vu que justement, ils se sont un peu posé la question de où est notre intérêt financier là-dedans. Ils ont un peu décidé de refermer la chose et même les chercheurs au sein de DeepMind ne sont pas forcément ravis par la nouvelle, mais bon, c'est la politique de l'entreprise qui a un peu évolué. Et comment tu te situes, toi, en tant que chercheur, face à ces problématiques-là ? Est-ce que tu penses que tu dois prendre une position que tu peux juger éthique voilà, dans tes choix aussi de carrière ? Comment est-ce que tu te positionnes ? Moi, je dirais, c'est pour ça que je tiens au fait de publier et au fait de partager ce qu'on fait, mais ça, je pense, c'est un peu un des fondements de la recherche scientifique. Mais c'est vrai que je crois pas trop au vase clos où tout le monde fait des trucs dans son coin et protège ses avancées un peu comme un bébé. Oui, ne serait-ce que pour des raisons d'efficacité aussi. On est plus efficace à plusieurs. Oui, pour des raisons d'efficacité aussi. Et puis je trouve aussi enfin, ça c'est peut-être plus mon côté académique qui parle, mais je trouve qu'on a aussi une responsabilité sociétale. On est payé par nos impôts. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites sur les frais de l'État ou de la société en général, et je pense qu'on leur doit bien ça de renvoyer l'appareil en publiant ce qu'on trouve. Et notamment, bon, ça s'applique peut-être un peu moins aux entreprises, mais finalement leur modèle, elles les créent sur des données publiques, ou bien elles les créent parce qu'elles lisent ce qu'ont fait les laboratoires académiques et elles s'en inspirent. Donc c'est pas parce qu'une entreprise est privée qu'elle n'utilise pas quand même du savoir public, on va dire. Mmh. Tu te souviens comment tu t'es retrouvé finalement dans cette branche-là ? Oui, alors moi j'ai un background assez particulier, mais donc il y a longtemps j'avais commencé un bachelor de chimie parce que côté de comprendre ce qui se passait au quotidien, ça me fascinait. Pourquoi quand on mélange deux trucs incolores, ça devient jaune, etc. Ça me fascinait. Finalement, j'avais arrêté ce bachelor parce que j'aimais pas trop côté manipulation et j'avais vraiment un côté un peu geek. J'adorais coder, etc. Donc, je suis reparti dans un bachelor d'informatique. Et du coup, quand je me suis orienté à mon master, ça m'est venu un peu naturellement à l'esprit. Bon, déjà, c'était un peu le boom de l'IA à ce moment-là. Donc, tous les informaticiens avaient envie de faire de l'IA et ça paraissait un peu fascinant. Et moi, du coup, venant d'un background de chimie et puis ayant cet attrait peut-être pour les sciences naturelles en général, ça me fascinait de savoir comment je pouvais coder, mais pour la chimie ou pour la biologie. Et c'est ça qui m'a amené à faire ce que je fais. Ouais. Et cette fascination pour l'IA, qu'est-ce qu'elle est devenue dans ton cas ? Comment est-ce qu'elle a évolué ? Je suis toujours assez fasciné. Après, je prends peut-être un peu plus de pincettes maintenant. Enfin, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui survendent un peu certaines applications. Je me pose aussi toujours la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de nouveaux modèles pour faire tout et n'importe quoi ? Notamment, c'est une question que je me suis pas mal posée ces dernières années. Je suis dans un domaine académique où c'est assez compétitif, donc tout ce qu'on essaye de faire, il y a généralement au moins 5 labos à travers le monde qui essayent de faire la même chose. Et ouais, peut-être je suis un peu mélangé entre un peu la fascination réelle que j'avais au début et puis le fait de me dire qu'on devrait peut-être se poser un peu plus la question de est-ce que ça va vraiment servir Oui, tu as l'impression que ça part dans toutes les directions, c'est ça, que tout le monde veut développer son IA Un peu, ouais. Oui. Oui, un peu. Et puis en plus, notamment sur le côté écologique, je pense que nous, on a une relation assez particulière à ça parce qu'en computationnel, finalement, on écrit du code sur notre ordi et puis on presse Entrée, ça lance l'entraînement du modèle. Et on a un peu du mal à se rendre compte que c'est des choses qui coûtent beaucoup d'argent et qui consomment beaucoup aussi, donc qui émettent potentiellement beaucoup de CO2. Et je trouve on devrait peut-être s'attacher un peu plus
à voir s'il y a vraiment besoin d'aller dans cette direction-là. Ou, aussi, c'est un domaine où je me rends compte qu'il y a des gens du coup purs informaticiens qui sont assez éloignés on va dire, des problématiques du terrain, donc des réalités biologiques. Et l'inverse est vrai. Et c'est pas toujours facile de communiquer entre deux personnes avec un background et des compétences si différentes. Et ça mène aussi à beaucoup de modèles qui sont impressionnants techniquement, mais qui essayent de répondre à un problème qui n'existe pas ou qui répondent mal. Donc il y aurait un manque d'interdisciplinarité, tu dirais ? Je pense qu'il y a de l'interdisciplinarité, mais que la demande d'interdisciplinarité serait encore plus grande que ce qu'on a actuellement. Donc il y a beaucoup de profils un peu variés, un peu interdisciplinaires, mais en fait c'est un domaine où il y a tellement beaucoup de sciences différentes s'entrechoquent qu'il y aurait encore plus besoin de réunir des gens qui ont différentes expériences, différents backgrounds pour les mettre autour d'une table. Sinon, toi, au quotidien, quel est ton usage de l'IA ? Alors moi, au quotidien, comme pas mal de monde maintenant, je pense que j'utilise beaucoup les modèles de langage, que ce soit pour le travail au quotidien, donc pour m'aider à coder plus vite, pour m'aider à faire mes slides, à faire mes rapports, etc. Ou bien même dans mon quotidien personnel, pour organiser ma vie. J'ai pas non plus énormément utilisé les assistants IA vocaux, mais oui, les chatbots, je me repose beaucoup dessus. Par exemple, prenons cette journée depuis ce matin. Qu'est-ce que tu as eu comme recours aux IA ? Par exemple, si je dois organiser des vacances ou un petit voyage de mon côté, je vais utiliser l'IA pour lui demander de me faire soit de me trouver des destinations ou bien des endroits que je pourrais booker, soit me faire une liste de ce que j'ai besoin. Quand j'envoie un email, quand je réponds à un email, s'il doit faire plus de 3-4 lignes, je vais d'abord demander à l'IA de me faire une réponse type et ensuite je la modifierai moi-même. Quand je dois contacter des entreprises ou bien quand je veux connecter avec quelqu'un qui me paraît intéressant professionnellement, pareil, j'utilise l'IA pour screener un peu. Tout plein de petites tâches, quoi. Ouais, donc c'est une sorte d'assistanat au quotidien, je dirais. Voilà. Où est-ce que tu poserais la limite ? C'est une question que je me pose assez activement à l'heure actuelle, pour être honnête. Notamment parce que ça simplifie la vie sur plein de choses, mais justement, en faire tous ces petits trucs au quotidien, je me dis au bout d'un moment, est-ce que en prenant l'habitude de déléguer ça à l'IA, on va pas devenir complètement incapable de faire les choses de notre côté, notamment sur l'expression écrite. J'essaye un peu de poser la limite. J'ai un peu cette tentation de tout demander à l'IA. J'ai un peu l'impression que là, je suis en train de toucher la limite, de me dire, mais en fait, si je délègue complètement ça à l'IA, dans 5 ans, je serai peut-être illettré. Ouais, tu le ressens, ça ? Je ressens qu'il faut que je fasse attention. Et notamment, je pense que ça se sent beaucoup sur les rapports, ou que ce soit en tant qu'étudiant ou un peu plus tard, où il y a de plus en plus de gens, soit où on voit, ou soit ils témoignent eux-mêmes, ou finalement, si on leur enlève l'outil, ils sont un peu perdus, quoi. Sinon, est-ce que tu as des usages plus spécifiques d'IA par rapport, je ne sais pas, à des passions que tu aurais, des activités autres que tu aurais, qu'elles soient artistiques Moi, je fais un peu de musique et c'était tout bête, mais je lui avais un peu demandé de m'aider un peu à décrire mon style ou des choses comme ça. Ton style donc de musicien ? Oui, voilà, je fais du DJing, moi. D'accord. Donc je compose pas exactement, mais c'est la partie d'après. Et oui, j'avais essayé de l'utiliser un peu pour ça, ou bien pour... je sais que j'ai des amis qui font du DJing aussi et qui composent des musiques électroniques eux-mêmes, qui l'utilisent pour faire des couvertures d'albums ou des choses du genre. Sinon, je fais de la photo. Alors, en photo, je l'utilise pas de manière intensive, mais je sais que même maintenant, dans les logiciels de retouche photo, il y a beaucoup d'IA, notamment pour... par exemple, quand on fait du portrait, qu'on appelle les objectifs pour flouter automatiquement l'arrière-plan,
pour donner justement un effet portrait, etc. Et ça, c'est des choses que j'ai pu utiliser. Ouais. Et puis maintenant, même nos smartphones, tous les smartphones qui ont vraiment de très bons appareils photo, généralement, il y a aussi des logiciels d'IA derrière pour retoucher les photos de manière optimale. C'est ça, de toute façon. Oui, on est en train de se demander quand est-ce qu'on utilise l'IA, mais est-ce que de toute façon, on ne l'utilise pas déjà à peu près tout le temps? Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que, bon, au moins, quand on utilise ChatGPT, etc., on peut avoir le recul de se dire, bon, il vient de me sortir une information, je sais qu'il n'a pas tout le temps raison, donc je regarde ça avec un peu de distance, mais finalement, quand l'IA est embarquée dans d'autres domaines et qu'on ne sait même pas qu'on fait appel à elle, c'est un peu plus dur. Et est-ce que sur ces questions-là, tu te sens une responsabilité aussi en tant que chercheur? Oui. Moi, en tant que chercheur, je sais que j'ai beaucoup été du genre sceptique sur mes résultats. Je refusais un peu de survendre mes modèles en disant ça y est, on a résolu ci, on a résolu ça, et j'étais toujours à regarder les biais, que ce soit au niveau des données qu'on utilisait ou même au niveau de mes résultats, parce que enfin, suivant les domaines d'IA, enfin nous on n'est clairement pas sur du 100% d'accuracy, on est plus sur des résultats où il y a encore très très large part d'interprétation, donc je me sentais cette responsabilité-là. Ouais. Mais est-ce que c'est bien vu ça dans ton domaine? Est-ce qu'on attend ça de la part d'un chercheur? Alors ça peut être un peu compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien survendre un peu, et puis disons le côté sceptique, je pense que c'est bien de l'avoir, mais faut pas le montrer de manière extravagante non plus, donc ouais, ça a pu être un peu compliqué. Ça m'a déjà joué des tours. Donc si on se projette là dans les 3-5 prochaines années, où est-ce que tu aimerais te retrouver? Pour me projeter un peu, je pense que du coup je me vois explorer la recherche en industrie, et peut-être au sein d'équipes plus larges qui construisent vraiment un produit. Enfin, quand je dis un produit, c'est vraiment on va s'intéresser à une application, on pense qu'il y a un réel besoin, et à la fin le but c'est vraiment d'offrir quelque chose aux autres, à tout le monde. Enfin, ça ne veut pas forcément dire que ce sera gratuit, mais vraiment d'avoir quelque chose à proposer à la société, on va dire. Mmh. Est-ce qu'il y a des rencontres ou des lectures sur ces questions-là qui t'ont récemment interpellé, qui seraient intéressantes de partager avec les personnes qui nous écoutent? Alors moi, j'ai écouté beaucoup ci et là des youtubeurs ou des gens qui font soit des podcasts, soit des interventions à la radio, justement parce que j'aime bien un peu confronter les points de vue, et généralement ils ont tous un point de vue où à la fois ils sont très excités sur certaines choses et à la fois ils sont un peu plus réservés sur d'autres. Après, écouter les gros, enfin les chercheurs très connus du domaine dans les grosses conférences, je trouve il y a toujours un côté un peu fascinant. Et justement, la plupart des gros chercheurs que j'ai vus, ils n'étaient pas non plus dans le fait de survendre ce qu'ils faisaient. Et ils avaient une réflexion plus poussée sur ce qu'ils proposaient, les limites, etc. Oui, donc en t'écoutant, j'ai l'impression que tu sens quand même qu'il y a une pression en fait actuellement sur les chercheurs, les chercheuses dans ces domaines-là. On demande de l'efficacité rapidement, on demande de ne pas trop se poser de questions finalement sur les limites, les biais. Oui, c'est un domaine qui va très vite déjà. Donc très vite veut dire que c'est vrai qu'il faut faire parler de toi, sinon on se fait très vite oublier. Ou du coup, il y a aussi, c'est très compétitif. Donc si nous, on est du genre à faire 5 warnings avant de présenter nos trucs et que le gars derrière le fait pas, c'est peut-être lui qui va avoir l'attention et pas nous. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont à la fois très excités par l'IA, à la fois qui comprennent à moitié ce qui se passe derrière. Pour être honnête, je pense qu'enfin, personne ne comprend 100% l'IA. Enfin, il y a quand même ce côté très très black box qui je pense, qui limite où c'est un peu dur d'être sceptique dans le sens où ça a vraiment un côté magique, quoi, de balancer des données à un bout de code et de voir qu'il comprend mieux que nous ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, ça a vraiment un côté très magique, et du coup, ça peut être un peu dur de se détacher de ça. Et c'est un domaine aussi où il y a beaucoup d'argent, et justement, l'argent souvent investi par des gens qui n'ont pas des connaissances techniques si profondes que ça. Et ça
ça pousse naturellement à survendre un peu le truc, et notamment même en recherche, où moi j'ai toujours entendu dire que quand on préparait des grants, donc pour avoir plus d'argent pour les labos, c'était bien de placer le mot IA, deep learning, un peu à droite à gauche, parce que ça augmentait vraiment nos chances de succès, quoi. Mais est-ce que tu vas te sentir mieux du coup dans une boîte privée Je pense pas me sentir mieux ou moins bien là-dessus. C'est pas forcément, enfin, j'ai rien contre l'académie ou quoi. Je pense que c'est plus l'idée d'être dans une initiative plus large et d'avoir vraiment l'impression que ça va mener à un produit concret que les gens pourront utiliser qui me motive. Oui, viser une utilité publique. Oui, exactement, oui. Bien, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter que tu voudrais ? Merci à toi. Et peut-être une petite pensée que j'avais juste sur les dangers de l'IA. Moi, ça me marque aussi que j'ai l'impression que c'est une technologie où les utilisations qu'on peut en faire nous dépassent même à l'heure actuelle complètement. Et je suis notamment frappé de voir, alors c'est pas exactement mon domaine, mais dans la computer vision, donc dans les modèles qui font plus des images ou de la vidéo, de voir en fait que la technologie actuelle est déjà au point pour avoir plein d'applications super néfastes qui me font un peu peur personnellement. Tu penses à quoi en particulier ? Notamment au deepfake, où je suis... Bon, à la fois, je suis positivement étonné, à la fois, j'ai bien peur que ça tarde plus, que, enfin, finalement, les gens jusque-là, j'ai plus vu des memes ou des trucs marrants avec ça, et je me dis qu'en fait, il serait tellement facile à l'heure actuelle, avec la technologie actuelle, pour une organisation vraiment mal intentionnée de renverser une élection ou des choses du genre. Donc ça, ouais, c'est un point qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Et puis, il y a peut-être autre chose. Je pense que autour de l'utilisation de l'IA, il y a beaucoup de questions qui sont des questions qui ne sont pas faciles à répondre, dans le sens où c'est presque plus un choix de société, une question éthique de où est-ce qu'on veut aller en tant que société, ou même une doctrine, au sens doctrine politique, plutôt que il faut faire ci ou il faut faire ça. Je pense notamment à la question de comment on valorise les gens qui créent le contenu sur lequel les IA s'entraînent, quel cadre on met, etc. Je pense que c'est des questions qui mériteraient d'être discutées en tant que société, qui mériteraient d'être discutées vraiment politiquement au lieu peut-être de discuter techniquement. Réunir un peu plus d'agents politiques, éthiques, économiques aussi. Oui, et puis vraiment se poser la question, il n'y a pas un bon ou un mauvais choix, mais c'est vraiment quel choix de société on fait là-dessus en tant que société, de gens qui vivent ensemble et qui auront à vivre avec les conséquences de ces choix. On va y réfléchir. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi.